Voici 6 red flags à regarder dans une startup quand on investit en tant que business angel. Le premier, c'est soit quand l'un des cofondateurs n'est pas à plein temps ou alors ne travaille plus dans la société. En effet, l'un des fondateurs qui ne travaille plus dans la société ou qui travaille à mi-temps, c'est un gros problème pour la société. L'objectif pour un investisseur, c'est de vérifier que les fondateurs sont bien à temps plein et ultra motivés pour faire décoller le projet. C'est un peu le même problème pour les startup studios qui ont pris des parts dans la société et qui donc ont fait au début un travail initial et qui maintenant ont arrêté de travailler. En fait, on peut voir ça comme un prix supplémentaire pour payer la société, pour payer la valorisation de la société. Prenons un exemple ultra simplifié où on a 2 cofondateurs qui sont à temps plein, il n'y a pas de problème, mais par contre un startup studio a pris 50% des parts. Bon, c'est un cas peut-être un peu extrême, mais c'est aussi parce que ça tombe rond, donc c'est plus simple. Le fonds prend 30% à une valorisation de 2 millions, il reste donc 17% à chaque fondateur. Donc sans le startup studio, par contre, il aurait resté 35% à chaque fondateur. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un investisseur, quand vous, en tant que business angel, investissez dans la société, vous incentivez un fondateur à valider la valorisation de ses parts. Notamment avec les clauses que vous allez mettre dans le pacte d'actionnaires, l'objectif pour le fondateur, c'est de travailler et de effectivement valoriser ses parts à la valorisation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que cette valorisation, c'est une promesse du futur. Donc comme le fondateur a 17% au lieu de 35%, en fait, vous allez payer 2 pour que le fondateur soit incentivé uniquement de 1. Vous payez donc 2 fois plus cher la motivation du fondateur. Deuxième red flag, c'est quand l'entrepreneur a plusieurs sociétés et en fait, il vous fait investir que dans une seule société et du coup, c'est pas très clair si vous avez accès aux autres sociétés ou pas. Quand un entrepreneur a plusieurs sociétés, c'est toujours mauvais signe. Alors, le premier cas, c'est quand il a 2 activités en même temps. Bon, ça, évidemment, on revient au premier point, c'est parce qu'il est du coup pas à temps plein dans la société, donc c'est un problème. Et ensuite, il peut y avoir aussi un peu des montages où on vous fait investir dans une société, on vous dit que vous allez en bénéficier, vous allez bénéficier de tout le groupe en fait, mais pas vraiment. Il peut y avoir des cas où en fait, vous investissez dans la société qui a besoin de cash, qui galère, et en fait l'autre société elle va très bien, elle bénéficie d'ailleurs de la société dans laquelle vous investissez, et donc vous financez les pertes du fondateur, mais vous ne touchez pas les gains. Troisième red flag, c'est l'absence de cofondateur technique. Donc premier cas, voilà, soit il y a vraiment une absence totale de cofondateur technique, ou on va dire deuxième cas, le cofondateur technique a en fait des parts dans la société, mais très faibles, par exemple 5%, en fait c'est un employé plus. Ce n'est pas un bon signal parce que, en fait, on le verra dans d'autres vidéos, mais pour qu'un projet mérite d'être financé par de l'equity, il faut qu'il soit technique, c'est obligatoire. Quatrième red flag à voir dans une boîte, c'est le salaire qui est trop élevé. Quand vous allez investir dans une société, il faut penser à tous les paramètres, à tous les critères qui vont être écrits dans le pacte, et il y a notamment le salaire dû au fondateurs. Évidemment, il faut que le salaire ne soit pas trop faible, il faut que l'entrepreneur soit assez motivé et puisse subvenir à ses besoins, mais si le salaire est trop élevé, alors les intérêts ne vont pas être alignés entre l'entrepreneur et l'investisseur. Voici pourquoi. Première raison, donc on se place évidemment dans une levée de fonds plutôt early stage, évidemment que plus on est late stage et plus le salaire des fondateurs va être négligeable dans la négociation. Là on parle vraiment très early stage. Imaginons par exemple une boîte de 3 cofondateurs qui lèvent 500 000 euros. Disons par exemple que les cofondateurs veulent se rémunérer 50 000 euros chacun annuel, brut. On va être environ à 70 000 euros chargés à peu près. Bon bah si on fait 70 000 euros x 3, on est déjà à 210 000 euros. Donc c'est-à-dire que sur les 500 000 euros, en un an, on a déjà utilisé 210 000 euros pour payer les cofondateurs. Et 210 000 euros qui ne sont pas utilisés pour développer la société, pour recruter des personnes. Et en fait, le but d'une levée de fonds à la base, c'est quand même ça. Donc évidemment, le but n'est pas d'imposer aux fondateurs de ne pas se payer, mais ça permet par exemple de relativiser aussi le caractère... l'impact, on va dire, d'une levée de fonds. C'est-à-dire que si 50% de la levée permet de rémunérer les fondateurs, ce qui peut être acceptable, bah du coup ça relativise quand les entrepreneurs vont vous dire cette levée de fonds elle va tout changer, on va recruter plein de personnes, etc. Bah non, en fait plus de 50% sert à continuer ce qui existait déjà, il n'y a rien qui va changer en fait. Donc il n'y a pas de nouveaux facteurs de développement qui vont être utilisés par cette levée. Deuxième point, c'est que ça peut montrer un désalignement d'intérêt, on peut avoir l'impression que les fondateurs cherchent à coffrer un max, en fait, à prendre un maximum de salaire,
et on n'a pas la même incentive qu'un investisseur, parce que vous, en tant qu'investisseur, votre objectif, c'est de faire une sortie. Et donc, c'est d'avoir la valorisation à la sortie la plus élevée. Or, un fondateur qui cherche à maximiser son salaire, c'est plutôt quelqu'un qui cherche à prendre des profits le plus vite possible, et qui du coup n'est pas aligné dans l'idée de faire une sortie dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, la plus élevée possible. Bon, bien sûr, tout ça, c'est à nuancer, hein, c'est des points, en tout cas, d'attention à regarder, et on y reviendra bien évidemment dans d'autres vidéos. Le 5e point, c'est quand la valorisation est plus faible qu'à un tour précédent. Bon, évidemment, la première chose, c'est que ça veut dire que la boîte va pas très bien. Ça montre aussi que l'entrepreneur est potentiellement prêt à faire rentrer de nouveaux investisseurs à un prix plus faible, donc à des conditions meilleures que les précédents. Donc là, je me dis bien que vous êtes dans une opportunité de levée et les conditions sont meilleures que les anciens actionnaires. C'est un red flag parce que vous allez en bénéficier, mais qu'est-ce qui dit qu'on va pas vous faire la même chose après ? Bon, après, bien évidemment, c'est à nuancer encore une fois, parce qu'il y a des cas où même les actionnaires historiques ont intérêt à avoir de nouveaux investisseurs, même à des conditions plus favorables que les leurs à l'époque, parce que c'est toujours mieux que faire faillite. Mais dans ce cas-là, on y revient, c'est que la boîte va pas très bien, donc il faut faire attention. Le 6e red flag, c'est la dissimulation d'informations, ou alors le mensonge sur les chiffres. Bon, parfois vous allez rencontrer des filous, donc il faut faire très attention. Par exemple, si vous remarquez que certains chiffres sont faux, en général, un chiffre faux, c'est qu'il n'y en a pas un seul. Ou alors des éléments qui étaient un peu dissimulés, c'est-à-dire qu'on ne vous mentait pas, on ne disait pas qu'ils n'existent pas, mais on les disait pas, alors que c'est un élément super important, il fallait le dire. C'est super important de mettre en place une relation de confiance entre investisseurs et entrepreneurs. Donc si dès le départ, pendant la due diligence, vous remarquez qu'on vous a menti, il vaut mieux partir.